Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. La mode est à la méditation. Que ce soit à l'école, à l'hôpital ou en entreprise, tout le monde pratique la pleine conscience. Les ateliers, les stages, les formations ne se comptent plus. Pourtant, que signifie cet engouement actuel? Y cherche-t-on un simple bien-être psychique ou cela relève-t-il d'une quête plus profonde, d'un besoin de spiritualité? Quel bienfait apporte finalement cette nouvelle pratique, inspirée de la méditation bouddhique, mais coupée de sa tradition? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir Éric Vincent. Bonjour. Bonjour Éric. Vous êtes issu d'un foyer chrétien et bouddhiste. Vous êtes universitaire, essayiste et journaliste, expert de la laïcité, des faits religieux et du bouddhisme en particulier. Merci de répondre aujourd'hui à nos questions. Alors tout d'abord, essayons de définir ce que c'est que la méditation. Oui. En fait, comme vous l'avez signalé, c'est un mot en fait, qui aujourd'hui se répand et est employé de plus en plus. En français, il a une histoire déjà longue et complexe, parce qu'il était déjà employé dans le cas de l'Église catholique pour désigner une réflexion priante, si on peut dire. Et puis par la suite, au cours des siècles, il a pris une nuance beaucoup plus intellectuelle, mentale en quelque sorte, pour désigner une réflexion approfondie, continue, philosophique. On retrouve le terme par exemple chez Descartes et puis jusque chez les philosophes allemands du XXe siècle par exemple. Et donc, étonnamment, c'est ce terme qui a été par la suite repris quand le bouddhisme et d'autres traditions sont arrivés en Occident pour désigner le calme mental, l'attention contemplative, le silence intérieur. Et donc, déjà, ne serait-ce que par rapport à cette évolution, on peut dire qu'il y a une complexité qu'il faut regarder. Et puis, une variété de pratiques aussi, beaucoup de choses différentes qu'on fait rentrer sous ce terme de méditation. Alors justement, on dit faire de la méditation ou méditer, est-ce que là, justement, ça ne recoupe pas deux réalités différentes? Éventuellement, c'est vrai qu'aujourd'hui, faire de la méditation, c'est un peu comme faire un hobby ou faire du yoga. On pourrait dire le yoga a d'une certaine façon connu un peu la même évolution hein, historiquement. C'est oublié aujourd'hui, mais c'est aussi une pratique contemplative intrinsèquement reliée soit à l'hindouisme, soit au bouddhisme, et qui a connu voilà, une sorte de laïcisation, il faut mettre des guillemets, de sécularisation, qui en a fait une gymnastique douce. On pourrait dire, voilà, faire de la méditation aujourd'hui, il y a un peu le même type d'évolution. Ça devient une pratique de santé, de bien-être, de développement personnel éventuellement, toutes choses qui sont à la fois intéressantes, mais qui demandent aussi un examen et une réflexion. Juste pour rester dans le domaine des définitions, la pleine conscience, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est le terme aujourd'hui, je dirais, le plus répandu pour désigner un certain type de ces méditations venues du bouddhisme, mais réadaptées dans un cadre séculier, dans un cadre non traditionnel, non religieux, avec une visée d'abord thérapeutique, on pourrait dire pour lutter contre le stress, pour lutter aussi contre les rechutes de dépression. Et puis, avec tout un tas d'autres bénéfices en termes de bien-être, en termes de santé, en fait. Donc voilà, ce terme de pleine conscience, même si à l'origine il renvoie aussi à la tradition bouddhique, hein, puisqu'on désigne ainsi l'un des membres, l'un des points du noble chemin octuple. Donc on voit là aussi comment en fait une notion bouddhiste a été en quelque sorte sortie de son contexte, et alors certainement pour des très bonnes raisons, hein, pour des raisons, je dirais, bienveillantes et humanistes, mais cette évolution, cet emprunt doit interroger, pose question. Alors que se passe-t-il exactement? En fait, on pratique de la méditation pour se faire du bien, pour se calmer? Oui, je pense que, disons que chez la plupart de nos contemporains, il y a plutôt cette recherche entre guillemets utilitariste. Hein, c'est-à-dire qu'à la différence de la voie bouddhique ou ce qu'on appelle ordinairement méditation, le calme mental, pour aller à la chose la plus massive, eh bien, a une visée d'abord d'éveil. Hein, ça vise à échapper au samsara, échapper à l'insatisfaction non seulement existentielle mais métaphysique. Et puis, si on est dans le cadre du Mahayana, du bouddhisme du grand véhicule, on a aussi cette idée altruiste. Hein, alors que dans la méditation telle qu'elle est devenue aujourd'hui, à travers ce mécanisme complexe de sécularisation, eh bien, on est dans quelque chose qui n'est pas forcément altruiste, qui peut être en effet tourné vers des bénéfices tout à fait individuels, ce qui n'est pas en soi critiquable, mais encore une fois, qui demande d'être perçu en pleine conscience. Alors il y a un véritable engouement, y compris dans les écoles par exemple, mais est-ce que ça veut dire que c'est accessible aux plus jeunes ou à n'importe qui? Alors tel que c'est pratiqué aujourd'hui, oui, je pense que c'est accessible. Alors, comme un sport finalement.
comme un sport, alors avec les mêmes règles qu'un sport, c'est-à-dire qu'il faut être encadré par quelqu'un de compétent. Or, comme vous le signaliez en début d'émission, on a un phénomène de mode. Donc aujourd'hui, je dirais, il y a une floraison de personnes qui prétendent être capables de transmettre, d'enseigner, de guider ce type de pratique. Et donc là aussi, ça demande à être examiné parce que c'est une pratique qui, même si elle paraît simple, elle demande malgré tout un certain savoir-faire, en tout cas dans le cadre de l'accompagnement, hein, d'avoir été formé. Et en dehors de ça, oui, je pense que c'est quelque chose qui a vocation de cette façon à se répandre, hein, parce que c'est très élémentaire de cette façon. C'est un retour à son centre, un retour à son corps, un retour au calme. Bon. Mais il serait dommage en même temps de confondre ce type de simplification avec la méditation bouddhique qui, elle, va beaucoup plus loin. Alors justement, est-ce qu'on peut la définir? Qu'est-ce qu'elle a de plus? Eh bien déjà, elle est dans une perspective spirituelle, donc dans un rapport avec la réalité ultime, l'éveil. Hein. Donc sa motivation, sa perspective est beaucoup plus vaste. Et puis, comme je le disais, en tout cas dans le cadre de certaines écoles, les écoles du Mahayana, l'accent est vraiment mis sur la démarche altruiste. Hein. On pratique le dharma, on médite pour atteindre l'éveil, pour le bien de tous les êtres. Et cette motivation, cet esprit d'éveil, on le mobilise au début de la pratique méditative, à la fin, à travers ce qu'on appelle la dédicace des mérites. Bien sûr, il y a aussi le refuge. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quelle pratique. Cette pratique, elle est reliée à l'éveil du Bouddha, elle est reliée au Dharma, aux trois joyaux, au Sangha des pratiquants, donc à une perspective qui est très fortement charpentée, à une cohérence doctrinale, alors qu'il connaît plein de variations. Il y a tout un tas de types de méditation, d'écoles et de lignées, comme on le sait, mais vous voyez, il y a quand même malgré tout une forte cohérence, une originalité qui est précieuse. Et vraiment, je crois, le plus important, c'est cette perspective à la fois spirituelle et altruiste qu'il serait dommage de perdre. Comment vous expliquez, Éric Vincent, que la méditation soit devenue un phénomène de mode? Je pense que ça renvoie à tout un tas d'évolutions de notre société. D'abord à une souffrance de beaucoup de nos contemporains, une perte de rapport avec soi-même, de perte de rapport avec la nature. Hein. Donc c'est là où l'idée un peu paradoxale que la méditation, pour beaucoup de nos contemporains, c'est un retour au corps. Ce qui est vrai et faux en même temps, puisqu'on pourrait dire la méditation, en tout cas telle qu'elle est perçue par les voies spirituelles et par le bouddhisme en particulier, c'est plutôt le lien entre le corps, parole, esprit. C'est pas une pratique du corps. Le corps est mobilisé, mais pour trouver l'esprit et aussi la place juste de la parole ou on pourrait dire du mental. Bon. Donc, je pense que nos contemporains sont très découpés, décentrés. Il y a une véritable souffrance ou en tout cas un malaise, un mal-être, une frustration. D'ailleurs que le bouddhisme a bien repéré puisqu'il prétend aussi lutter contre cette insatisfaction. Donc, je pense que c'est face à ce type de besoin dans une société où les notions de spiritualité, de voie religieuse ou philosophique ne sont pas clairement ni comprises ni disponibles, eh bien, voilà, on a un besoin de revenir à un espèce d'essentiel et puis aussi à, je crois, c'est peut-être plus ambigu, un confort aussi, il y a quelque chose de plus agréable, vous voyez, un ressenti de soi-même plus stable. Donc, en soi, comme je disais, tout ça n'est pas négatif, mais il faut une certaine vigilance. Qu'est-ce qui l'a mise à la mode ? On sait que historiquement, je dirais, la grande figure de la pleine conscience, c'est un médecin américain qui s'appelle Jon Kabat-Zinn, et qui lui-même est passé par le chemin du bouddhisme dans les années 70 et qui a opéré ce travail, je dirais, de sécularisation, laïcisation, déreligiosisation, un peu compliqué, du bouddhisme, enfin, je veux dire, de la méditation, sortie du bouddhisme pour devenir une pratique, je dirais, accessible à tous, en dehors de toute préoccupation traditionnelle, spirituelle, religieuse. Donc je crois que voilà, c'est à partir de lui, même après, je pense qu'il y a d'autres mouvements à prendre en compte, mais dans le cas de ce qu'on appelle pleine conscience, c'est lui qui a eu quand même ce rôle central et fondateur. La méditation, le travail d'introspection, aussi de lâcher prise, intéresse aussi les neurosciences? Bien sûr. Alors là aussi, Jon Kabat-Zinn était lui-même dans cette perspective, et d'autres. Vous savez, par exemple, que Sa Sainteté le Dalai Lama lui-même est très attentif à établir des dialogues réguliers avec les scientifiques,
notamment du côté des sciences cognitives ou des neurosciences. Donc on a aussi bien sûr cette préoccupation du problème corps-esprit, hein, voir comment les deux se relient et qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes d'applications thérapeutiques qui sont aujourd'hui attestées. Hein. Lutter contre le stress, lutter contre un certain nombre de problèmes, par exemple dans le cadre des maladies cardiaques. Enfin, il y a tout un tas de bénéfices très variés qui ont été aujourd'hui repérés liés à des pratiques de calme intérieur. Oui, méditer fait du bien. Méditer fait du bien, c'est incontestable. Alors après, on pourrait dire, dans le cadre d'une méditation bouddhique, on a aussi ses bienfaits, mais ça va plus loin. Est-ce que finalement, l'idée de fond, hormis le business que ça entraîne, ce n'est pas de faire diminuer la souffrance ? Si, bien sûr. C'est pour ça que je dirais d'un point de vue bouddhiste, on ne peut pas juger de façon simpliste ces évolutions. Elles sont interrogeantes, comme je dis, elles sont ambivalentes. Elles peuvent même s'avérer ambiguës parce que développer l'attention, la vigilance, c'est en soi assez bénéfique, mais on pourrait dire le cambrioleur, il est très vigilant quand il va opérer son larcin, ou pis encore, par exemple, le tireur d'élite, le sniper, lui aussi, il doit être très calme, respirer de façon posée pour pouvoir accomplir sa tâche. Donc on voit bien que là, on est très loin du bouddhisme. Vous voyez, donc il y a un danger potentiel de dérive, comme en toute chose. Je dirais pas plus dans ce domaine-là qu'ailleurs, mais il faut aussi être attentif à ça. On peut aussi s'interroger, par exemple, sur certaines pratiques en entreprise. Si la pleine conscience, ça sert à produire plus vite, sans se plaindre, on peut émettre quelques doutes. Est-ce que finalement l'avenir pour ce phénomène de méditation partagée, ce serait que la méditation devienne un petit peu, comme vous l'avez dit, comme le yoga, c'est-à-dire détaché totalement de ses racines et qu'on en oublie presque même ses racines? Eh bien voilà, je pense qu'on est en train de vivre un phénomène de ce type et c'est tout l'intérêt d'en parler ensemble, de remarquer déjà ce type d'évolution, comme je dis, sans jugement, sans condamnation bien sûr, mais avec une vigilance, une compréhension, un exercice vraiment d'une pensée critique qui peut repérer à la fois ces logiques d'emprunt. Il y a un emprunt, quelque chose qui se transforme et qui évolue. Donc ça aussi, c'est pas étranger à la pensée bouddhique, la permanence. Donc l'impermanence atteint aussi les traditions spirituelles et les méthodes méditatives. Je pense que simplement, il faut être adulte d'une certaine façon, être conscient de tout ce qui se joue autour de ces transformations. Est-ce que les bouddhistes n'ont pas un rôle à jouer justement pour, non pas récupérer, mais finalement alerter sur... Bien sûr. Et je dirais aussi un rôle tout simplement en faisant bénéficier leurs contemporains, tant du côté des formateurs à la pleine conscience et aux choses apparentées que du côté de ceux qui la pratiquent, consommateurs, entre guillemets, eh bien, que les bouddhistes, ceux qui ont une vraie expérience méditative développée dans des lignées bien au fait de ces questions, faire bénéficier de leur apport, justement, la plus large société, pour éviter, là aussi, peut-être quelques pièges en la matière. Oui, et pour transmettre, justement, les valeurs d'éthique, quelque chose de qualité. Et alors, évoquer... l'éthique et la compassion, du point de vue bouddhiste, c'est pas optionnel, c'est central. Du point de vue de la pleine conscience telle qu'elle évolue dans notre société actuelle, on peut imaginer qu'un certain nombre de nos contemporains ne veulent pas qu'on leur parle de morale, d'éthique ou de spiritualité. Leur demande est autre. Donc c'est quelque chose qui va, je pense, se passer dans un dialogue en fait, autour des motivations de chacun et des finalités de chacun. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Éric Vincent d'avoir été notre invité. Merci. Avant de nous quitter, comme chaque semaine, quelques propositions de lecture. Tout d'abord, Mandela et Gandhi, la sagesse peut-elle changer le monde ? De notre invité Éric Vincent et Sophie Viguier-Vincent, chez Albin Michel. Pour la première fois, un livre met en parallèle le parcours de ces deux leaders, icônes mondiales de plusieurs générations, qui étaient inspirés par une véritable sagesse. Bonheur de la méditation de Yongey Mingyo Rinpoche au livre de poche. Quand l'esprit dialogue avec le corps, chez Trédaniel Poche. Et puis L'esprit et son propre médecin de Jon Kabat-Zinn et Richard Davidson, publié aux Arènes. L'émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. Merci de nous avoir suivis. Excellent dimanche et à très bientôt.